Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH. Vous le connaissez, ce rendez-vous, il est en direct chaque jour, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, l'état d'esprit des RH et des salariés. Après un an de confinement, on va le découvrir dans le baromètre Payfit Tissot. C'est vrai que les DRH ont été sous pression depuis un an. On fera le point avec la DRH justement de Payfit. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera, l'image employeur à travers leurs ambassadeurs de marque. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire? C'est un débat sensible au sein des entreprises. Smart et Réglo, on fête, ou pas d'ailleurs, la victoire de François Mitterrand, c'était le 10 mai 81, c'est il y a 40 ans, ça ne nous rajeunit pas. La loi Auroux, on s'en souvient tous, qu'a-t-elle changé pour les salariés? On en parlera avec une avocate dans quelques instants. Le cercle RH, oh que le sujet est tabou. On les appelle des conseillers occultes ou des consultants occultes. Ce sont des voyants, des astrologues qui donnent des conseils en toute discrétion à des dirigeants qui ont peut-être un peu peur de l'avenir, pour leur avenir et l'avenir de leur entreprise. Et ils ont parfois besoin d'être accompagnés. On en parlera avec nos invités. Ils seront sur le plateau. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les compétences transférables. Tiens, qu'est-ce que c'est exactement? On en parlera avec une entreprise justement qui porte ce projet et qui le développe. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Voilà le programme de Smart et Réglo. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Tiens, d'ailleurs, est-ce que les DRH sont bien dans leur job en ce moment? Cette question leur a été posée à travers un baromètre, le baromètre RH 2020 de Payfit Tissot, et on en parle justement avec Amandine Braillard. Bonjour Amandine. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. On a beaucoup de DRH sur ce plateau. Vous êtes évidemment la bienvenue. DRH France de Payfit, qui est un logiciel de paye connu de beaucoup de salariés. 560, c'est ça, salariés? 580 salariés. 580 salariés. Vous recrutez en ce moment, tiens, avant de parler de ce baromètre? Oui, absolument. On prévoit d'être 1000 à peu près d'ici 2 ans. 1000 d'ici 2 ans. Allez sur l'onglet recrutement, il y a peut-être des postes qui peuvent vous intéresser chez Payfit, qui est une entreprise française dynamique. Ce baromètre, très intéressant. Qu'est-ce qu'on en tire, je dirais, d'un point de vue général? Ce qu'on sait déjà un peu, mais qui se confirme, c'est-à-dire que les DRH, et vous d'ailleurs, ont été sous pression pendant cette année. Oui, je pense qu'en effet, ça a été une année particulière pour beaucoup, particulièrement les départements RH qui ont dû faire face à plusieurs dimensions, notamment une évolution réglementaire assez forte avec la mise en place de l'activité partielle, les reports de congés payés, les reports des cotisations URSSAF, etc. Donc ça a été une grosse évolution d'un point de vue métier. On a eu également beaucoup de pression vis-à-vis de la structure commerciale et économique, nationale finalement. Et en fait, ça a tout chamboulé. Oui, absolument, ça a tout chamboulé. Les méthodes de travail, notamment avec la mise en place très forte du télétravail, ce qui n'est pas forcément possible et facilement mis en place dans beaucoup d'entreprises. Nous, chez Payfit, on a eu la chance que ce soit plus facile. Plus simple. Voilà, Vous êtes toujours en télétravail? Oui, on est toujours en télétravail. On autorise pour les personnes les plus à risque de venir de temps en temps au bureau, mais pour la plupart, on est encore en télétravail. Amandine, il y a un chiffre très fort dans cette étude, c'est 80% des sondés indiquent et disent proche de l'épuisement. J'imagine que vous, en tant que DRH, et ayant évidemment fait ce baromètre, comment on fait quand on est DRH et qu'on a des collaborateurs dont on sait qu'ils sont proches de l'épuisement? Comment on les accompagne? Comment on les aide? C'est une très bonne question. En effet, c'est un grand enseignement de cette étude, finalement, l'épuisement des RH aujourd'hui. Au global, ce qu'on retient, c'est que l'épuisement, il est lié à plusieurs choses, en tout cas dans le domaine des RH. C'est d'abord les évolutions réglementaires qui ont été très difficiles à appréhender, à apprendre à connaître, à maîtriser. Ensuite, une pression aussi naturelle de la direction qui a fallu arbitrer. Comment aujourd'hui... Pression naturelle, excusez-moi, c'est que tout le monde a un peu stressé, tout le monde s'est dit qu'il faut quand même continuer à assurer les payes, parce que vous étiez en première ligne en fait avec les payes. Hein. Oui, alors nous on sert aujourd'hui plus de 5000 clients en fait, donc forcément on touche beaucoup de salariés en Europe principalement. C'est vrai que c'était une dimension assez particulière de devoir gérer, et puis c'était assez inédit en fait. Hein. Personne n'avait déjà géré une crise sanitaire mondiale.
D'un point de vue RH, il a fallu gérer des personnes qui se sont senties très isolées, des personnes qui ont eu du mal à couper avec le lien social totalement. D'être 100% digital, ça a été, nous, une chance parce qu'on a pu très facilement être en télétravail. Maintenant, pour beaucoup de nos clients, ça a été compliqué. Ils ont été aussi beaucoup stressés, de nos côtés clients, de la mise en place notamment du chômage partiel, de l'activité partielle. Évidemment. On a su réagir très vite grâce à notre outil, mais ça a été un beau challenge. Les sondés, 80%, 82% proches de l'épuisement. Et côté RH, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il n'y a jamais personne qui soigne les RH. Les RH soignent, aident, accompagnent, mais souvent vous êtes un peu seul dans votre bureau avec vos problèmes. Ce que dit cette étude et ce baromètre, ce sont des chiffres là aussi un peu inquiétants. 79% des RH déclarent être davantage sollicités par la direction. Oui. Ils n'ont jamais été aussi proches de leur patron. 75% des RH déclarent être davantage sollicités par les salariés, donc il y a quand même un effet cymbale. Et 91% des RH pensent que les sollicitations seront équivalentes en 2020. Et vous êtes sollicité par les salariés qui vous ont demandé 1000 choses, par les syndicats. J'imagine que les partenaires sociaux, eux aussi, étaient perdus. Oui, absolument. Ils étaient perdus, puis ils demandaient beaucoup, c'est tout à fait normal. Moi, ces chiffres me parlent beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, on est aussi à une ère un petit peu de changement d'un point de vue RH. Je pense qu'il est temps de se dire que les RH et des départements RH au global doivent être un levier de performance, ce qui a été le cas en 2020. On a su être des vrais partenaires économiques pour les dirigeants. Vous vous êtes révélés au grand public, les DRH. Oui, voilà. Et faut le dire. C'est vrai, et d'une manière, peut-être ça a mis en lumière un petit peu plus nos métiers. C'est vrai. Nos métiers qui sont très, très larges et très intéressants. Aujourd'hui, on avait peut-être une vision publique assez classique, etc. Un peu cliché, il faut le dire. Voilà, le DRH, bon, on va chez le DRH quand on en arrive, et puis quand on en sort, quoi. En fait, il y a quand même tout un travail, et le Covid l'a démontré, où il faut accompagner, organiser le sport, faire des petits déj, enfin, bref, créer de la vie dans l'entreprise. Tout à fait. Et je pense vraiment, j'insiste sur le fait sur la dimension de levier de performance. Aujourd'hui, on doit être un vrai partenaire économique de l'entreprise, mais aussi un partenaire bien-être et épanouissement auprès des salariés, et ce qui, je pense, a été mis en exergue finalement en 2020. Alors j'aimerais vous présenter un dernier chiffre. 61% des DRH, vous en faites partie, manquent de temps et de ressources. Alors je me suis dit, bon, de temps, je le comprends, vous venez de nous l'expliquer, c'était une accélération de votre rythme. De ressources, vous manquez de salariés, vous manquez de bras, vous, chez Payfit ? Alors, pas chez Payfit. Pas chez Payfit. Pas chez Payfit. On a une stratégie depuis le départ qui est autour de l'épanouissement des collaborateurs, et donc on met toute notre énergie à créer un département RH suffisamment solide pour accompagner en fait les différentes problématiques. Maintenant, c'est vrai que le département RH peut être sous-estimé en termes de ressources, mais on parle aussi de ressources, peut-être d'outils. Aujourd'hui, on se rend compte dans l'étude qui est assez complète que plus de 70% des RH passent plus de la moitié de leur temps sur des dimensions administratives et donc peuvent manquer d'outils. Et c'est en ça, je pense, que l'étude met en avant le manque de ressources, c'est le manque d'outils. En fait, finalement, grâce peut-être au numérique de plus en plus, pouvoir vous délester de ces fonctions parfois un peu rébarbatives pour peut-être revenir plus vers l'humain, quand même. C'est ça, c'est une problématique. Exactement, et c'est en ça aussi qu'est la mission de Payfit au global, c'est de digitaliser la fonction des RH et la paye pour se concentrer enfin sur l'essentiel de notre métier, qui est l'humain, et le bien-être et l'épanouissement. C'est notre mission principale en tout cas. Sur le chiffre, tout à l'heure, on ne l'a pas commenté, il est quand même intéressant. 91, c'est quand même plus qu'une large majorité, presque 100%. 91% des RH pensent que les sollicitations seront équivalentes en 2020. En un mot, on est en train doucement, mais sûrement de nous déconfiner. Le 19, tout le monde sera sur les terrasses, peut-être, s'il ne fait pas trop froid. Néanmoins, vous vous attendez quand même à une pression aussi forte. Pourquoi ? Alors, pression, je n'utiliserai peut-être pas ce terme, en tout cas une sollicitation en effet. Et voilà, les salariés ont compris que les RH pouvaient avoir de l'impact positif dans leur quotidien. Et c'est en ça que je pense qu'on est dans ce qu'on se disait au départ, une nouvelle tendance en fait. Et oui, on va donc venir un peu plus frapper à votre porte. Tout à fait. Mais de manière positive, et pas seulement quand on a des soucis, etc. C'est qu'on participe à l'épanouissement global des collaborateurs, et c'est important qu'on soit présent
continuellement et pas seulement dans des cas de crise. Tiens, avant de nous quitter, il y a un débat qui est soulevé, qui n'est toujours pas tranché d'ailleurs. Il est évolutif, c'est la situation du télétravail dans l'entreprise. Vous en êtes où, vous ? Est-ce qu'après un an d'une situation historique, jamais apprise à l'école, on n'apprend pas une situation de Covid à l'école, on la découvre. Est-ce que vous dites aujourd'hui, moi, DRH, je pense qu'il faut pérenniser ce télétravail. J'ai des collaborateurs qui se sont épanouis, j'ai une entreprise qui marche, ou pas ? Oui, tout à fait. Alors nous, cette période sanitaire particulière nous a permis de nous remettre beaucoup en question d'un point de vue stratégie RH et se concentrer sur l'essentiel, et notamment la mobilité géographique et la faisabilité du télétravail sur du long terme. En fait, ça a marché. Ça a marché chez nous. On se rend compte que la performance est au rendez-vous, l'épanouissement l'est aussi. Évidemment, il faut mettre en place tout un cadre, mais vraiment, on va promouvoir ça dans les prochains mois et dans les prochaines années sur la mobilité géographique, c'est sur la possibilité de télétravailler, finalement, de n'importe où. Ça fonctionne et c'est ce qu'on veut de plus en plus pousser, en tout cas chez Payfit. Avant de nous quitter, vous avez commencé un accord d'entreprise. Comment ça s'est passé là ? Vous êtes dessus ? Vous l'avez signé ? On est dessus, c'est encore... Vous ne l'avez pas encore signé ? Non, c'est la négo là. Voilà, exactement. On est en plein dans la négo et c'est très intéressant. On a de très bons retours à la fois de nos partenaires sociaux, mais aussi des collaborateurs qui testent cette nouvelle manière de travailler. Il y a encore des points un peu sensibles sur lesquels il y a des négociations sensibles ? Les négociations ne sont pas si sensibles, c'est plus sur la perception et l'isolement potentiellement que peuvent ressentir certains salariés. Ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est comment on accompagne en fait cette transition du travail. Maintenant, on gardera toujours des bureaux, c'est important pour nous d'avoir un lien social très fort. Ça fait partie de notre culture aussi, donc on va essayer de faire en sorte de travailler à la fois avec le bureau, mais aussi avec le télétravail. L'hybridation. Amandine Braillard, c'était un plaisir de vous accueillir. Payfit, on l'a compris, qui évidemment sont ceux qui accompagnent les DRH, 5000 clients en Europe. Et vous êtes, vous, la DRH France de Payfit, 580 salariés, entreprise dynamique qui recrute. Allez donc jeter un œil sur le site de Payfit. Merci d'être venu sur notre plateau, puis à découvrir ce baromètre beaucoup plus complet que ce qu'on a dit aujourd'hui, avec Tissot, évidemment, qui vous a accompagné sur ce baromètre 2020-2021. Oui, c'est bien cela. Merci d'être venu sur le plateau. Tiens, les lois Auroux, bon, ça ne nous rajeunit pas, on parle le 10 mai 81, l'arrivée des socialistes au pouvoir, avec pas mal de choses qui ont amélioré en tout cas la vie des salariés, notamment les lois Auroux. On en parle aujourd'hui, c'est un petit focus historique et juridique dans Smart et Réglo. Smart et Réglo. Alors, on va pas faire un point de droit sur la jurisprudence, sur les textes, le civil. Non, on va parler un petit peu d'histoire. Bah oui, c'était il y a 40 ans, le 10 mai 81, François Mitterrand arrivé au pouvoir. Rappelez-vous ou pas, il y avait des ministres communistes qui accompagnaient évidemment les ministres socialistes. Et on parle avec Laetitia Ternissien. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes avocate en droit social au cabinet Jantet. On parle de ces fameuses lois Auroux. Racontez-nous les lois Auroux. C'est 4 textes, 4 textes plus 2 ordonnances. Dont on parle beaucoup depuis des mois sur ce plateau. Tout à fait. Donc 2 ordonnances début d'année 82 avec 39 heures payées 40, la 5e semaine. C'était pas rien quand même ça. Ah non, c'était vraiment une avancée importante. Ensuite en mars, l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans. Et ensuite, effectivement, les 4 lois Auroux du mois d'août au mois de décembre qui ont révolutionné effectivement le code du travail et les relations des salariés dans l'entreprise, la création de beaucoup de droits. Commençons ces lois Auroux par quoi ? On commence par les comités d'entreprise, parce que depuis que le Covid a démarré et depuis que la chaîne Bismart existe, Dieu sait si on utilise finalement les outils de cette loi Auroux sans savoir objectivement que tout ça vient de cette loi Auroux. Tout à fait. Alors sur le comité d'entreprise, c'est en fait la création vraiment des CHSCT qui a été... qui ont disparu depuis. Qui ont disparu depuis, mais dont les attributions... sont les mêmes. Voilà. Mais le sigle Comité d'hygiène sécurité au travail, on est d'accord ? Ça, c'est la loi Auroux. Ça, c'est la loi Auroux qui les a créés et qui, du coup, a servi de base au développement vraiment des préoccupations sur la santé et la sécurité au travail, tant sur les problématiques de posture, les risques psychosociaux. C'est vraiment les CHSCT qui ont permis cette émergence. Effectivement, ils ont depuis été supprimés par les ordonnances Macron, mais les attributions demeurent et ça a vraiment été un vivier pour
améliorer les conditions de travail des salariés. Vous évoquez 4 textes, des ordonnances, donc le CHSCT, quoi d'autre encore dans la hotte du Père Noël Mitterrand? Alors, énormément de choses, parce qu'on parle d'une réforme qui a touché à peu près un tiers du Code du travail de l'époque, donc ça serait effectivement très compliqué. On n'aurait pas le temps, mais dans les grandes lignes. Il y a l'obligation de négocier chaque année dans les entreprises sur les salaires, la durée et l'organisation du travail. Entretien annuel. Au-delà de ça, de vraiment rencontrer les partenaires sociaux, les syndicats pour négocier sur ces thèmes. Ça paraît évident aujourd'hui. Ça paraît évident aujourd'hui, mais ça n'était pas du tout le cas à l'époque. Et depuis, ça a été renforcé avec des obligations de négociation plus larges. Mais c'est vraiment le fondement aujourd'hui du développement de ces négociations en entreprise obligatoires. Quoi d'autre, comme dirait la publicité? L'encadrement du pouvoir disciplinaire de l'employeur, avec l'interdiction de toute discrimination. Donc pareil, en fait, ces lois Auroux, elles ont posé beaucoup de choses, beaucoup de jalons qui, depuis, ont été améliorés, renforcés, étendus. Mais là, c'était vraiment le début de l'interdiction de sanctionner ou de licencier un salarié en raison de ses opinions politiques, etc. Ça, c'était important. Évidemment, la fameuse discrimination syndicale, de l'engagement syndical qui pouvait être évidemment un élément de rupture, ce qui n'est plus possible avec la loi où on est protégé lorsqu'on est un syndicaliste. Voilà. On est un salarié particulier, on est d'accord. Il y avait vraiment la volonté à l'époque de créer une citoyenneté des salariés dans l'entreprise. C'était vraiment ça, de changer le rapport de force. Citoyen dans l'entreprise. Voilà. D'ailleurs, moi qui ai longtemps travaillé sur une chaîne à l'Assemblée nationale, je ne m'étais jamais penché sur les débats parlementaires autour de ces questions. Tout est passé facilement. Il y a eu des textes législatifs et vous disiez il y a des ordonnances aussi qui sont passées pour faire passer plus rapidement, j'imagine, les décisions. Tout à fait. C'était les ordonnances sont vraiment janvier-mars 82. Donc très rapidement, les lois Auroux ont pour fondement un rapport qui avait été rendu en fin d'année 81. Donc élection mai 81. Très rapidement, qui avait déjà été un peu préparé d'ailleurs avant. Voilà, et du coup, ces 2 premières ordonnances, donc, qui sont l'octroi de droits immédiats, 5e semaine de congés payés, 39 heures payées 40, c'est tout de suite. Et ensuite, effectivement, 6 mois plus tard, en milieu d'année, à partir du mois d'août, l'adoption de ces lois, donc août, octobre, novembre et décembre. Ça a fait grossir le Code du travail parce que c'était un grand débat. On fait de l'histoire. Il y a quelques années, on se souvient de Nicolas Sarkozy qui considérait que le Code du travail faisait 1,50 m, qu'il fallait le dégraisser. Est-ce que ces lois Auroux ont fait un peu grossir, ont fait un peu enfler le Code du travail? J'imagine que oui. Oui, effectivement. Voilà, il y a tout un tas de textes qui ont été codifiés dans le Code du travail. À l'époque, on parlait en gros de 300 articles, un tiers du Code du travail. Aujourd'hui, on en a plusieurs milliers. Donc, effectivement, ça a fait grossir, mais tout est relatif, parce que par rapport à l'épaisseur de nos codes du travail aujourd'hui... La retraite à 60 ans, qui d'ailleurs, là, en l'occurrence, c'est l'élément sur lequel il y a un débat politique. En fait, elle a été sérieusement écornée, cette retraite à 60 ans. Ah oui, depuis... Franchement, personne n'ose... On n'y touche toujours pas à cette année butoir. 62 et 67, mais dans la pratique... il y a peu de personnes aujourd'hui qui peuvent partir en retraite et bénéficier de cette retraite à 60 ans. Un dernier élément technique d'apport des lois Auroux parmi tout ce que vous évoquiez, parce que c'est vraiment très large. Encore sur le domaine de l'hygiène et de la sécurité, ces lois Auroux ont créé le principe d'un droit de retrait des salariés en cas de danger grave et imminent. Le fameux droit de retrait. Le fameux droit de retrait dont on a parlé beaucoup pendant le Covid. C'est aussi là le fondement. Les instituteurs, les profs, j'exerce mon droit de retrait. Effectivement, et ça a pour fondement ces lois Auroux. Donc effectivement, c'est un texte fondamental, des textes fondateurs pour la vie en entreprise. Mais rappelons-le, et c'est important de le dire, Auroux, et de fait François Mitterrand, voulait en fait fabriquer un citoyen dans l'entreprise. Tout à fait. C'est-à-dire un homme qui reste citoyen et qui ne perd pas sa citoyenneté lorsqu'il rentrait dans l'usine, qu'il ait le droit qui l'accompagne. C'est ça la philosophie.
Merci, c'était passionnant à découvrir. Où est-ce qu'on peut aller voir un peu plus concrètement les lois Auroux si on veut Sur Légifrance pour les textes, mais c'est quand même un peu... Ouais, il n'y a pas de livre. Hein. Je ne suis pas allé voir, il n'y a pas un livre qui compile un peu tout ça sur l'histoire de Auroux. C'est vraiment, tous les livres de droit du travail reviennent sur ces lois, parce que c'est les fondements. Oui, enfin, si je dois lire tous les livres du droit du travail, vous voyez, j'ai pas assez de mon pont pour les lire. Merci Laetitia Ternissien, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci. Avocate en droit du travail, cabinet Jeantet. On a fait de l'histoire aujourd'hui et c'est passionnant toujours de savoir de quoi on parle, d'où ça vient. C'était Smart et Réglo. Tout de suite, on fait le Rex du mois avec Frédéric Fougera, la marque employeur, et on va essayer de savoir ce que les salariés ont le droit ou pas de dire. C'est un débat juridique aussi. Hein. Qu'est-ce que l'on peut dire et qu'est-ce que l'on ne peut pas dire? C'est le Rex du mois et c'est Frédéric Fougera. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera, comme tous les mois, comme son nom l'indique, directeur de la communication et de la RSE et du groupe Foncia. Une première erreur, c'est pas la marque employeur, c'est l'image employeur. Vous allez tout de suite me tirer les oreilles. C'est l'image employeur. C'est bien, ça permet de rappeler que la marque employeur, ça n'existe pas. Il y a une seule marque dans l'entreprise. En revanche, il y a plusieurs façons de la travailler. L'image employeur est une des façons de la travailler pour attirer les talents. L'image employeur et les ambassadeurs qui évidemment portent cette image employeur. On va commencer par le droit, puisqu'on l'a traité dans Smart et Réglo. J'aimerais vous entendre. Qu'est-ce qu'il est possible de dire, qu'est-ce qu'il n'est pas possible de dire? Parce que c'est un vrai sujet, ça. On parlait du citoyen dans l'entreprise il y a quelques instants. Alors, c'était une bonne introduction, finalement, de faire cette petite erreur. Sur les réseaux sociaux, en fait, on peut l'aborder par le droit et parce qu'on a le droit ou ne pas dire, mais la question c'est est-ce que les collaborateurs ont le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux? D'abord, la réponse c'est oui. C'est oui globalement, oui, mais dans le cadre des règles qui régissent leur activité. Donc s'il y a des conditions particulières dans leur contrat de travail, s'ils ne respectent pas la loi, là il y a souci. Secret professionnel par exemple. Secret professionnel, des questions de sécurité, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises particulièrement sensibles, ouais. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Le secret professionnel, parfois vous êtes en mission dans une entreprise, mais pour le compte de l'entreprise, et pas, donc vous pouvez pas prétendre que c'est vous qui avez développé au nom de l'entreprise qui vous envoie développer un projet. Donc voilà, il y a des règles de confidentialité. Frédéric, il y a des règles de concurrence aussi. Il y a des règles de concurrence. Enfin, il y a tout un tas de règles, mais qui ne sont pas propres aux réseaux sociaux et qu'on respecte aussi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas une autre vie, c'est la même vie, sauf que c'est un autre canal. Donc on respecte les mêmes règles, mais l'entreprise ne peut pas interdire à ses collaborateurs de s'exprimer sur les réseaux sociaux. On ne va pas faire tout sujet dessus. Il y a eu une jurisprudence, il y a eu des affaires retentissantes de photos dévoilées, de collections de mode qui ont été malencontreusement dévoilées par une salariée. Ça, c'est du secret professionnel. C'est du secret professionnel. Quand on dit sensible, il n'y a pas que l'armée, il n'y a pas que la défense, il y a tout, il y a de la concurrence, où il peut y avoir on peut être copié. Exactement. On peut faire une annonce anticipée. Enfin, voilà. Mais ça, c'est juste du professionnalisme et ça, c'est valable partout. Frédéric, chez Foncia, vous venez de lancer Let's Go Social. Let's Go Social, c'est quoi? En fait, Let's Go Social, si on dit tout en anglais, c'est... Ouais, vous avez vu ça, alors là, voilà, moi c'est mon tropisme. Je ramène tout au français. Ben oui, et j'aime pas le franglais, mais là, en l'occurrence, on est un groupe européen et on doit s'adresser à tous nos collaborateurs, donc on a choisi l'anglais. Let's Go Social, c'est un programme de formation, en fait, pour éduquer les collaborateurs ou les accompagner dans leur bon usage des réseaux sociaux. Comme vous le disiez, il peut y avoir des collaborateurs qui se posent la question de savoir est-ce qu'ils peuvent parler au nom de l'entreprise. Ils hésitent. En fait, ce sont des ambassadeurs, donc il ne faut pas qu'ils se privent de parler au nom de l'entreprise. Mais en revanche, l'entreprise, elle se doit de les accompagner, de les sécuriser, de leur montrer qu'il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc voilà, et Let's Go Social, qui commence d'ailleurs par un quiz qui est ouvert à tout le public, il n'est pas réservé aux collaborateurs. C'est intéressant. Après, la suite du programme, c'est réservé aux collaborateurs et aux collaboratrices du groupe. Mais le quiz, qui est sur donc letsgosocial.foncia.com, ça vous permet d'abord de vous tester, de tester vos connaissances, de voir quel est le réseau ou les réseaux qui vous correspondent le mieux, et puis voir déjà les bonnes pratiques qu'il faut avoir en tant que professionnel sur ces réseaux. Donc, et je précise, ce n'est pas un programme académique, c'est un programme ludique. L'idée, c'est que c'est basé sur le volontariat, donc il faut que les gens aient envie d'y aller, il faut que ça les amuse, il faut qu'ils y trouvent du plaisir et de l'intérêt. Donc
c'est pour ça que c'est plutôt sous une forme ludique. Ouais, l'idée c'est effectivement de les accompagner doucement, d'une manière un peu sympathique, parce que c'est pas un cours universitaire. L'idée c'est quoi ? C'est de leur donner quand même des garde-fous, des cadres. Oui, parce qu'ils ont besoin de cadres, les salariés. On le redit, ils ne peuvent pas tout dire non plus. C'est exactement ça. Chaque réseau a ses bonnes pratiques, donc il ne faut pas confondre un réseau avec un autre. Si votre passion, c'est de publier les recettes de cuisine que vous faites le soir ou le week-end, alors vous n'allez peut-être pas aller sur Instagram, qui est beaucoup plus professionnel. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et puis c'est aussi les accompagner quand il s'agit justement de prendre la parole sur l'entreprise. Alors pas seulement. Quand on est sur un réseau social, on est à la fois soi-même et on est à la fois sa fonction professionnelle, où on choisit d'être l'un ou l'autre, mais on peut être les deux. Donc voilà, savoir comment se comporter, savoir comment parler de l'entreprise, jusqu'où on peut aller, ce qu'il est possible de dire, de ne pas dire, et comme je le disais juste avant, de ne pas tomber dans certains pièges, notamment quand il y a polémique, quand il y a agressivité, quand il y a violence, voilà, quand il y a crise. Voilà, il ne faut pas venir soi-même alimenter la crise en pensant qu'on va défendre sa marque. Je dis souvent, l'entreprise peut être très sévère, le collaborateur peut être très sévère avec son entreprise, ou très dur, mais il est aussi très dur quand on attaque son entreprise sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Il ne faut pas pour autant que lui-même participe à alimenter la crise en pensant défendre l'entreprise ou sa marque. Précisons qu'on peut avoir deux comptes, on peut avoir son compte professionnel et parfois il est bien précisé, compte privé. Et d'ailleurs on le lit, mes tweets n'engagent que moi. C'est exactement. Il y a beaucoup de collaborateurs qui effectivement peuvent avoir deux comptes. Mes tweets n'engagent que moi. Ça, c'est une formule qui juridiquement n'a pas grande valeur. Non, mais c'est important ça. Mais ça peut être une façon de montrer sa bonne foi ou de vouloir se distinguer de sa fonction professionnelle et ou de sa fonction privée pour ne pas qu'il y ait amalgame avec l'employeur. Exactement. Frédéric, comment on mesure l'efficacité de tout cela ? On la mesure de façon assez simple. En fait, on la mesure par la présence des collaborateurs sur le réseau. Si vous avez fait une bonne formation, si vous les avez bien incités à être présents sur le réseau, vous allez voir qu'en nombre, ils sont de plus en plus présents. Vous allez aussi voir qu'ils réagissent ou qu'il y a davantage d'engagement de leur part sur les postes de l'entreprise, mais eux-mêmes, en produisant des postes, encore plus si l'entreprise met à disposition des outils de communication pour leur permettre de produire, et les encourage et les accompagne. Et puis aussi, dans l'univers numérique de façon générale. Par exemple, sur les avis Google, quelle va être leur réactivité, leur sensibilité, leur façon, leur tonalité de traiter les avis Google. C'est très important. C'est pas que les tweets, c'est aussi tout ce qui... Oui, c'est le bruit de fond numérique. C'est tout l'environnement numérique. Si on n'accompagne pas les gens, on les laisse à eux-mêmes et donc on les laisse faire comme ils le peuvent, comme ils le souhaitent. Donc il vaut mieux les accompagner et les encourager. Frédéric Fougeras, c'est un plaisir de vous accueillir. L'image employeur, précisons-le, parce que vous m'avez rectifié. Voilà, ce qui veut dire que la marque employeur n'existe pas. Directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia, c'est un plaisir de vous accueillir. On se retrouve, je crois, dans un mois. Dans un mois. C'est ça, c'est dans un mois. C'était le Rex du mois. On fait une courte pause et on se retrouve après pour parler d'un sujet un peu tabou. Vous savez, ces dirigeants d'entreprise, ces hommes d'État, on a beaucoup parlé de François Mitterrand, qui, bien très discrètement, le soir, passant par la porte de service, allait consulter des astrologues, des cartomanciennes, des voyants, pour prendre une décision. C'est un sujet important parce que on les appelle des consultants atypiques. Qui sont-ils ? Ils seront avec nous pour nous parler de leur expérience et de la manière dont très discrètement ils accompagnent des dirigeants. Ce sera le débat dans quelques instants après cette courte pause. Le cercle RH aujourd'hui avec mes invités, je vais vous les présenter. On va pas traiter d'un sujet qui est dans le dur des RH. Non, on va s'intéresser à un sujet comme ça sur les pourtours, sur les côtés, dans les secrets finalement de la relation entre un dirigeant avec ceux qu'on appelle des conseillers atypiques, des consultants atypiques. Ce sont des voyants, ce sont des astrologues, ce sont des personnes qui voient l'avenir, qui plongent dans le passé et qui peuvent, à certains égards, accompagner un dirigeant qui, très souvent, est angoissé, ne sait pas prendre la bonne décision. On parle de dirigeants, on peut aussi parler de dirigeants politiques. Évidemment, le plus célèbre, on en parle beaucoup ces derniers jours, c'est François Mitterrand qui, lit-on, entend-on, avait consulté Elisabeth Tessier pour prendre des décisions majeures, notamment la date du traité de Maastricht. Dieu sait s'il a été important ce traité de Maastricht. On en parle avec mes invités qui ont accepté de venir s'exprimer sur leurs activités et peut-être leurs relations avec certains dirigeants. Valérie Fauché, merci d'être avec nous. C'est moi. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes voyante. On vous définit comme cela ? Alors, on me définit... Oh, c'est même pire quelquefois. Vous savez, les voyantes, les médiums sont souvent... Les sorcières. De sorcières, toujours en 2021, ce qui est complètement dément. Mais oui, voilà,
Je suis faite comme ça depuis que je suis petite. C'est ce que vous dites, et vous le racontez dans ce livre. Une voyante passe aux aveux, d'ailleurs ce qui renvoie un peu au mot sorcière, comme si on vous torturait pour vous faire dire la vérité, aux éditions Ipanema. Claude-Éric Martin, vous connaissez parce que vous avez écrit la préface du livre de Valérie Fauché. Vous êtes psychanalyste, et évidemment le psychanalyste, il a les clés, enfin il essaie d'ouvrir des portes de l'inconscient. Traiter de ce sujet-là sur un plateau de télévision dans la lumière, c'est dangereux ou pas de dévoiler des choses qui, globalement, il faut le dire, se font le soir, on passe par la porte de service, on ne le met pas sur son agenda, ce sont des choses un peu secrètes, parce que ça montre aussi la fragilité d'un être humain qui a beaucoup de pouvoir et qui, à un moment donné, avec modestie, dit « je ne sais pas ». C'est ça un peu la problématique du jour, non ? Vous avez des gens en face de vous qui ont une puissance incroyable et qui sont d'une très grande fragilité. Ça s'appelle un être humain, je crois. On a tous des fragilités et des forces. Donc toute personne est constituée de cela. Enfin, c'est plutôt la partie de Claude-Éric pour le coup. Vous êtes d'accord avec cette idée, espèce de rapport un peu paradoxal, c'est-à-dire dans une heure avant d'être face à vous et de vous écouter, c'est un homme qui prenait des décisions, qui avait un pouvoir, qui était dirigeant, PDG, à la tête d'un directoire, et puis voilà, qui va tout d'un coup montrer ses fragilités. C'est ça, parce que les ressorts inconscients sont très mystérieux et, comme vous le dites, ont à voir avec des choses qui peuvent avoir des conséquences considérables. Et donc, la question de la décision, la bonne décision, il faut être complètement en accord avec soi-même et puis avec la perception qu'on a de son environnement. Et c'est pour ça que ce moment de la décision est crucial et c'est pour ça qu'ils ont souvent besoin d'avoir affaire à des spécialistes de l'inconscient, dont notamment font partie les voyants et les voyantes. Le psychanalyste va ouvrir l'inconscient et la personne prendra sa décision parce qu'elle a pénétré dans l'inconscient. Là, chez vous, Valérie, vous allez quand même verbaliser des choses. Vous allez lui dire, là, sur cette route-là, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, en psychanalyse, ça peut être également des propositions. Dans l'évolution d'une analyse, c'est vrai que quand on a des flashs, on les livre. Ce sont des flashs que vous avez, hein ? Moi, ce sont des flashs. Tout à coup, je ne vois plus rien et je vois des choses dans mon œil gauche. Voilà, tout se passe bien ? Tout se passe bien. Tout va bien, là, il n'y a pas de... D'accord, très bien. Non, mais... Je dirais, sinon... Oui, bien sûr. Vous me le direz après, peut-être. Voilà. C'est ça. Voyez, même moi, dans cette relation, quand quelqu'un vient vous voir, il est quand même dans une phase d'incertitude, d'hésitation, de doute. Mais justement, voyez, c'est ça qui est fort curieux, c'est que les gens ont toujours peur de ça. Alors, ça attire autant que ça... Exact. Et c'est vraiment cette ambiguïté-là, ce paradoxe qui est très étonnant tout de même. Et je vais vous faire une confidence. Moi, je suis la première, quand il m'arrive des flashs sur des situations, que ce soit des choses en politique ou en économie que j'ai pu voir, ou sur des gens que je ne connais pas, des inconnus, même dans la rue, tout à coup, je vois des choses. Je suis la première à être surprise, vous voyez. Donc, moi, ça ne m'est pas toujours à mon âge. Et je suis faite comme ça depuis que je suis petite. C'est ça, vous vivez avec. Je vis avec. Mais alors, c'est pas toujours facile, non. vous savez. C'est pas du tout... Ça colle à la peau un peu, non ? Ouais, ça peut être même pénible. Oui, bien sûr. Quelquefois, on n'a pas forcément envie de voir. Oui, vous n'avez pas envie de voir. Ou d'être tranquille, d'avoir la paix aussi, justement sur cet inconscient. La paix, oui. Oui, c'est vrai. Mais quand vous êtes face à cette personne qui s'est définie socialement, qui vous dit « je suis dirigeant, j'ai des responsabilités importantes dans une entreprise », qu'est-ce qu'elle cherche à savoir finalement ? Est-ce qu'elle ne sait pas déjà tout ? D'abord, on ne sait jamais. On ne sait rien. Non, sauf le bout de notre nez. C'est la chanson de Gabin, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on je sais que je ne sais rien, quoi. Exactement. Vient chercher une information pour aller plus vite. Je crois qu'il y a une question d'espace-temps aussi. Il y a une question par rapport à l'espace-temps, il y a quelque chose sur la puissance par rapport à cela, de vouloir avoir des informations autrement et plus vite. Donc c'est vraiment cette notion du temps, je crois. Ça ne vous a pas choqué que je dise qu'on peut vous appeler des consultants atypiques ? Vous vous considérez comme une consultante atypique ? Alors, personnellement, moi, je n'ai pas de cabinet. Moi, comme un consultant ? Voilà, je vois quelque chose, je vais aller transmettre l'information parce que ça ne me regarde pas, donc je vais dire à la personne, voilà ce que je vois. Donc c'est assez particulier, et donc ça peut surprendre aussi.
Donc, il vous est arrivé de frapper à des portes de dirigeants, de gens. Plein de choses me sont arrivées, oui. Et donc, vous leur dites. Oui, bien sûr. Mais comment la personne reçoit? Il faut qu'elle soit réceptive quand même. Bien sûr, mais ça dépend des cas. Mais à partir du moment où il y a des éléments qui les intriguent parce que c'est juste, c'est précis, donc forcément... Ils reviennent. Enfin, en tout cas, ils vous recontactent. Voilà, exactement. Vous laissez comme Arsène Lupin, comme ça, une carte posée sur un petit meuble, vous laissez une trace, quelque chose, un numéro de téléphone sur la... Vous savez, quand on doit revoir les gens, on les croise, oui, de fait. Oui, bien sûr. Mais comment vous regardez cette relation-là? Parce que il y a quand même la notion d'espace-temps. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, pas sous l'angle des arts divinatoires ou de la voyance, mais de personnes qui veulent accélérer le temps, qui veulent aller plus vite finalement, qui est d'ailleurs intimement lié à la notion de pouvoir finalement. Comment vous regardez cela? Alors, c'est un accès très spécifique qui tient à la structure psychique de la voyante ou du voyant, voilà, et qui lui permet d'accéder de façon très spécifique, là en l'occurrence par un flash, à l'inconscient, directement à l'inconscient. Voilà, alors que nous avons l'habitude, en temps ordinaire, d'accéder à l'inconscient, par exemple la nuit à travers le vecteur du rêve. Dans la zone du sommeil paradoxal. Voilà, dans le sommeil paradoxal, voilà, l'inconscient s'exprime de manière codée, vous voyez, et c'est ce qu'on fait dans le travail analytique, pour voir qu'est-ce que veut dire l'inconscient à travers le rêve. Donc ça veut dire que vous dites que votre ami, enfin en tout cas la personne pour laquelle vous avez écrit la préface, va plus vite que vous, va plus vite que le psychanalyste. C'est vraiment un raccourci. C'est vraiment on est d'accord. C'est très intéressant. Voilà. C'est une autre façon d'accéder. Oui, d'accéder, exactement. Les dirigeants peuvent parfois, sont souvent gagnés par des angoisses. Existentielles mais aussi professionnelles. Ils hésitent, ils ne sont pas certains, ils sentent, ils ont une intuition, mais ils voudraient la faire confirmer par Valérie Fauché par exemple. Et est-ce qu'il y a aussi une notion de sabotage? Est-ce que vous qui êtes psychanalyste, vous dites ça, c'est typiquement du sabotage? C'est-à-dire qu'il savait exactement qu'il ne fallait pas le faire, mais il va le faire. Oui. Ça peut tout à fait arriver. Et tout à fait. Comment vous l'expliquez ça? Je pense évidemment à une affaire médiatique et politique dont on a tous évidemment en tête le souvenir. Ça s'est passé à New York avec un homme politique de premier plan. Et certains lui ont dit tu t'es saboté. Oui, par exemple les lapsus à la télévision. qui peuvent être absolument dévastateurs. Hein. Je pense que vous en avez plein d'exemples en tête. Le pop est marre. Voilà, et ça c'est l'illustration de la pulsion d'autodestruction. Contre laquelle on lutte, mais qui peut s'exprimer comme ça à l'occasion de circonstances où on lâche le contrôle. Mais Valérie, sans vouloir avoir des noms, on ne cherche absolument pas à avoir des noms, mais ceux qui dirigent, ceux avec lesquels vous avez cet échange, qu'est-ce que vous leur apportez, premièrement, et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir? Parce que j'imagine qu'ils veulent aussi savoir sur leur vie privée. Enfin, à un moment donné, tout ça déborde. Ouais, oui, de toute façon, c'est multiple. Mais surtout, quand j'ai des flashs, vous savez, vous ne savez jamais en fait qui va arriver. Oui. Non, c'est pas tellement ça que je veux dire. C'est que on peut vous poser une question pour une certaine situation, vous voyez, dans un domaine spécifique. Mais en fait, c'est autre chose qui arrive en information. Donc, notamment, ça peut être le domaine privé, par exemple, ou familial, mais c'est pas forcément la question. Comment vous faites? Vous décryptez? Moi, comme je vous le disais... Vous me dites que ce qui vous est envoyé ne correspond pas. Ouais. Je vois quelque chose. Hein. Par rapport à la question, moi, c'est tout à coup, c'est comme une diapo, plusieurs diapos qui arrivent devant mes yeux. Donc, je décris au mieux ce qui m'arrive dans les yeux. Avec des mots. Exactement. Mais donc c'est toujours assez particulier. Vous voyez, c'est fin par rapport à cela parce que il y a l'image que moi je vois, que je perçois. Je dois la transmettre avec des mots et la personne entend d'une certaine façon les choses. Et ensuite il y a l'événement. Et c'est pour ça que les voyantes également souvent ont très mauvaise presse. Vous voyez pourquoi? Parce que ça, c'est assez complexe dans l'évolution de l'espace-temps, encore une fois. Exact, c'est le temps. Et donc, après, il y a une déformation, vous voyez, pour la personne. Ouais. Il est traversé par le... Sauf si ça arrive tout de suite. Voilà, exactement. Bien sûr, bien sûr. Mais excusez-moi, un dirigeant, encore une fois, ou un chef d'entreprise, quelqu'un qui pousse la porte, et que vous avez face à vous un homme dont vous savez que l'entreprise va fermer, où vous avez une image qui est une image sombre, qui est une image autour de la maladie, de la mort, disons-le. Comment on fait là? Comment on gère ça?
C'est pas forcément évident, ça c'est sûr. C'est très difficile. Mais rien n'est forcément évident. On ne le dit pas. Voilà. Alors, moi, quand je vois quelque chose, je le dis, je l'exprime parce que c'est une information donc, qui m'arrive et que je dois transmettre. Je me suis souvent posé la question, vous voyez, quand j'avais une trentaine d'années, quand j'avais des trucs qui m'arrivaient comme ça, je me disais, mince, qu'est-ce que je dois en faire? Oui, c'est lourd, c'est un fardeau. C'est très lourd. Donc, quand quelque chose m'arrive, je me dis, bon, voilà, je dois le donner. Même si c'est quelque chose qui, lorsque la personne va le recevoir, est très violent. Oui, c'est sûr que c'est pas facile, mais après, justement, quand on est prévenu des choses, vous savez, quand on a déjà l'information, on va vivre, par exemple, quelque chose de négatif, de difficile, plus facilement, en fait, parce qu'on est préparé, justement, psychologiquement. Et ça, j'en ai fait l'expérience maintes fois, sur des sujets assez différents d'ailleurs. Voyante, psychanalyste, on décide mieux quand on a fait sa psychanalyse. Est-ce qu'on s'est nettoyé à l'intérieur? Est-ce qu'on est plus clairvoyant pour décider? Qu'est-ce qui fait qu'on prend la bonne décision? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on pousse la porte d'un voyant parce qu'on n'arrive pas à la prendre, cette décision? C'est la question de l'unité de la personnalité. Et qu'effectivement, quand la personnalité est unifiée, les décisions sont beaucoup plus faciles. Forcément. En revanche, quand on est la proie d'une dissociation, là, on rentre dans des zones dangereuses et où les décisions sont encore plus difficiles à prendre parce qu'on est tiraillé entre deux extrêmes. Quand vous dites dissociation, c'est quoi? C'est deux personnalités qui s'entrechoquent? C'est quoi? C'est des... Par exemple, le désir de réussir et en même temps le désir de s'autodétruire. Vous voyez, c'est beaucoup plus fréquent qu'on imagine. Et c'est une bagarre intérieure? Une bagarre intérieure, évidemment, un conflit intérieur. Vous les rencontrez, ces profils-là? J'ai croisé plein de gens dans ma vie, donc forcément, j'ai rencontré des gens. Non, mais parmi toute votre clientèle, il y a tout type. C'est ça que je vous explique bien. Mais alors, c'est-à-dire, vous vivez d'amour et d'eau fraîche? Non, je suis écrivain. Vous êtes écrivain. Voilà. Mais vous êtes écrivain, donc vous transmettez à l'intérieur de vos livres des choses. Et puis voilà, c'est au fil des rencontres de la vie, de l'existence. C'est-à-dire que... Par exemple, je donne cet exemple-là, imaginons les restaurants vont bientôt réouvrir, paraît-il, et les terrasses. On nous le dit, ça, je ne suis pas voyant, mais là... Là, j'ai l'impression qu'on fait quelque chose. Vous nous le confirmerez peut-être. Voilà. Et donc, imaginons que je sois assise à côté de vous et une information m'arrive, je vais vous la transmettre. Donc, je vais vous dire, excusez-moi, je vois ça, je me permets de vous dire ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une relation, pour le dire assez clairement, puisqu'on parle ici sur ce plateau d'entreprise, dans une relation marchande. Non, c'est parce que la voyance, pour moi, n'est pas un métier. C'est pas un métier, c'est un don. N'importe quel métier, on l'apprend, on le travaille tous les jours. C'est pour ça que, pour moi, on n'apprend pas, par exemple, à tirer les cartes ou à se servir d'un pendule ou décider tout à coup, je vais apprendre à voir des flashs. Non, on n'apprend pas cela. Il vous tombe dessus. Exactement, mais c'est pas la même chose. Je vais reposer ma question différemment, peut-être à la mode d'un psychanalyste. Je cherche les portes. Quelles erreurs vous avez évitées à des femmes et des hommes à qui vous avez transmis, donné une information, et qui, à cet instant de sa vie, parce que cette image vous est arrivée, lui a permis d'éviter quoi? Un dépôt de bilan, une fermeture d'entreprise, un conflit violent avec un associé? Parce que ce sont des questions qui sont posées par ceux qui viennent vous voir ou que vous rencontrez. Ça, j'en ai pas mal des exemples comme ça. Un exemple qui me vient à l'esprit, j'avais une amie qui traversait une période assez compliquée, mais elle est quand même à peu près bien. Et tout à coup, je pense à elle, j'étais chez moi. Et j'ai donc plusieurs flashs. Et donc, je l'ai appelée et lui arrivait allait lui arriver une catastrophe. Elle ne le savait pas? Elle ne le savait pas. Et donc, j'ai décroché mon téléphone en me disant, écoute, voilà, je sais que c'est bizarre, mais voilà ce qui va t'arriver. Bien évidemment, je ne vais pas raconter ce que c'est. Et ça lui est arrivé? Et vraiment, ça a été au millimètre. Donc, ça a été moins catastrophique que ça aurait dû. Mais comme elle me dit encore par SMS la semaine dernière, je lui ai sauvé la vie. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai juste prévenu pour atténuer les choses. C'est pour ça que la voyance aussi, c'est pas mal. Vous voyez, ça permet... après, c'est comme tout. Hein, il faut s'en servir à bon escient. Il y a des gens, vous savez, ils sont toutes les 2 secondes, ils peuvent vous appeler et vous demander des trucs 10 fois par jour sur des sujets différents et avec des questions complètement débiles. Ça n'a aucun intérêt. Le libre arbitre,
arbitre est extrêmement important. Et de toute façon, ce qui doit arriver dans l'histoire arrive. En revanche... ce qui est écrit est écrit. Voilà, oui, mais après, justement, dans l'espace-temps, c'est la façon, le libre arbitre intervient dans notre propre façon d'appréhender les événements et les choses. Et là, c'est ça qui est intéressant. Moi, je crois fortement en libre arbitre, bien évidemment. Mais excusez-moi, pourquoi cette tentation des hommes et femmes de pouvoir de ne pas, entre guillemets, se contenter du savoir ouvert, mais d'aller, parfois discrètement, parfois d'une manière ouverte, aller chercher autre chose ailleurs? Ça veut dire qu'il leur manque quelque chose. Oui, parce que les événements sont en préparation dans l'inconscient. Et cette perception des tensions psychiques, vous voyez, qui sont chez les individus, mais pas simplement chez les individus, également dans la société entière. Ouais. Voilà, dans le monde animal aussi d'ailleurs. Oui, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Cette perception de ces tensions psychiques peuvent permettre justement d'éviter des catastrophes. Voilà. C'est important ça. Il y a à la fois, je le disais, mais ce n'est pas une légende, la discrétion de François Mitterrand pour aller voir sa voyante et prendre des décisions importantes. C'était l'homme le plus important puisque président de la République. Comment vous l'expliquez qu'un homme aussi puissant qui dispose, je dirais, de tous les médecins, de tous les savoirs, de l'accès aux livres, au savoir, aille quand même rencontrer quelqu'un qui va l'éclairer Parce que c'est une autre dimension, justement. Et donc... Pour parler de François Mitterrand, je pense que c'était ça qu'il allait chercher, ce mystère-là. On peut nous dire que ça, c'est voilà, noir c'est noir, blanc c'est blanc. Ah, ici, c'était pas ça. Donc, ça allait chercher autrement l'information. Rien n'est véritable en tant que tel. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait absolument rien. Donc, c'est une autre façon d'aller chercher effectivement l'info. Je vous repose ma question parce que c'est passionnant tout ce qu'on se raconte, mais l'émission va bientôt se terminer. Certains considèrent que c'est de la faiblesse. Vous l'évoquiez au début de l'émission, c'est de la sorcellerie. Tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Beaucoup de dirigeants qui sont dans le dur, dans les sciences dures, disent mais pas du tout, la science nous indique. Comment vous regardez cette question? C'est un débat de société qui est posé. D'où d'ailleurs les sujets très tabous autour de ces sujets. En fait, les voyantes ont toujours eu mauvaise presse, ce qui s'est passé quand même pour les sorcières. Une forme de discrédit en tout cas. Oui, mais c'est logique aussi, vous savez, à partir du moment où on décide toujours cette chose tiens, je vais apprendre à tirer les cartes. Non, ça ne s'apprend pas. Donc il y a plein de voyantes ou de voyants qui ont monté leur cabinet, qui enchaînent les consultations. L'année dernière, on avait fait une conférence ensemble d'ailleurs au salon Parapsy. J'ai été choquée, moi, par des choses. Il y avait vraiment... Des machines à cash, quoi. C'est démentiel. C'était complètement... Donc c'est normal. On détourne finalement le... Ouais. C'est normal. Et ça, c'est utiliser la faiblesse des gens, le malheur, le chagrin. C'est épouvantable. Enfin, personnellement, c'est tout ce que je déteste et que je dénonce dans mon livre. Vous en parlez dans le livre. Il y a une forme d'éthique aussi, d'éthique à l'égard de votre don. Ça, c'est important. C'est obligatoire. C'est pour ça que c'est pas un métier. Et c'est pour aider les gens d'une certaine façon. Voilà, c'est une proposition à autre chose. Et donc, c'est logique que les voyantes aient très mauvaise réputation. C'est normal. Il y a un caractère mercantile et mal utilisé. Puis, vous êtes d'accord avec ça, cette espèce de rapport un peu malsain d'ailleurs à l'argent Oui, tout à fait. Tout à fait. Et à l'autre, vous voyez, c'est vraiment utilisé... Bien sûr, la faiblesse de l'autre. La faiblesse de l'autre. C'est malveillant, c'est un acte malveillant. C'est au-delà même du financier. Vous voyez, il y a quelque chose de malveillant. Claude Éric. Oui, la science est en train d'étudier, en fait, à travers ce qu'on appelle l'inconscient cognitif. L'énergie qui passe. Voilà, les neurosciences commencent à bien étudier ces phénomènes-là. Alors, c'est difficile à investiguer, forcément. Comment c'est invisible. Voilà, c'est invisible. Comment ces mécanismes se mettent en place, comment ils permettent de sentir ce qui va se passer à partir des tensions qui existent déjà. Vous voyez, il y a comme une espèce de précipité qui va se produire. On connaît les forces en présence, mais comment se précipiter? Oui, bien sûr. Ça, c'est très mystérieux encore. Avant de nous quitter, comment vous regardez le monde de l'entreprise, vous qui êtes voyante, la société, le monde de l'entreprise, puisqu'on parle beaucoup de chômage, d'emploi, d'entreprise. Comment vous le regardez? Et comment vous regardez l'année qui vient d'ailleurs, puisque ça va être très compliqué. Très compliqué. Oui. Vous le sentez, en tout cas. Oui, ça fait un petit bout de temps que je l'ai dit, oui. Et le Covid n'a pas arrangé les choses. Alors, il a changé quoi, le Covid, finalement? Il y avait une prise de conscience à avoir.
Et bon, pas mal de niveaux, mais on le saura bientôt. On le saura bientôt. Mais, oui, ça je le dis, je vais pas le dire là, mais ouais. D'accord, donc il y a des choses en tout cas qui vont se transformer. Ah oui, ça c'est sûr, mais ça va être très compliqué là. Sur le plan économique en tout cas, c'est de ça dont vous parlez. Oui, et social, oui. Ça peut... Et social, économique et social, parce que voilà, pour l'instant, en tout cas l'État, pour revenir à un sujet très dur, continue à maintenir les aides, mais c'est vrai que lorsqu'on retirera la seringue, les choses vont être difficiles. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup avec des DRH et c'est si rare d'avoir... Ça change un peu. Mais bien sûr, ça change totalement et c'est passionnant de faire un pas de côté aussi pour parler des hommes et du monde qui nous entoure. Valérie Fauché, voyante, écrivaine, auteur d'une Voyante passe aux aveux, édition Ipanema. C'était un plaisir de vous accueillir. Et puis votre ami Claude-Éric Martin, psychanalyste, et vous avez écrit la préface de ce livre. Vous connaissez bien la science au service de cet art un peu magique, un peu étrange. Vous reviendrez peut-être pour nous parler de la suite de ce qui va se passer. Avec plaisir. On va pas faire des consultations d'astrologie sur le plateau non plus, enfin de voyance. Mais pourquoi pas un jour peut-être. Peut-être un jour. Peut-être que je me laisserai faire. Ça sera une innovation peut-être dans cette émission. Voilà. La fin de notre émission est bientôt est proche. On va s'intéresser dans Fenêtre sur l'emploi aux emplois transférables. Qu'est-ce que c'est donc ? Il y a une start-up qui s'y intéresse et on en parle avec elle. C'est tout de suite. Merci beaucoup. Fenêtre sur l'emploi. Moi, j'ai pas de voyance particulière puisqu'on vient de faire le débat il y a quelques instants. Élodie Sarfati, merci d'être avec nous. Fondatrice et dirigeante de People In, plateforme de test de compétences, et on parle des emplois transférables. Qu'est-ce que People In ? Racontez-moi tout. Alors, People In, c'est une plateforme de tests de compétences, comme vous l'avez bien dit. On crée des tests de compétences qui sont adaptés aux recherches des entreprises, donc qui évaluent des compétences clés pour les entreprises, et on les met à disposition des entreprises pour qu'ils présélectionnent les candidats. C'est très important, c'est bien la présélection, et pour la remplacer par celle qui existe aujourd'hui, qui est celle du CV. Alors, pour nous le dire simplement, on avait PayFit tout à l'heure, par exemple. Oui. Je veux postuler, grâce à ce test de compétences, j'ai ce premier filtre qui m'est envoyé par PayFit. C'est le vôtre ? Exactement, en fait, soit... Pour voir les étapes. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, le test est disponible dès l'offre d'emploi, sur le lien, par exemple, d'un bouton candidater, exactement. Je clique, je m'intéresse, on m'envoie tout de suite sur le test. Exactement. Ça, c'est l'étape la plus simple. Certaines entreprises privilégient l'envoi par email du test, mais c'est possible de candidater dès l'offre d'emploi. C'est le cas de la majorité de nos clients. Donc, j'ai ce test que vous avez conçu. C'est vous qui bâtissez ce test et qui est adapté, j'imagine, à vos clients. C'est adapté aux clients puisque c'est contextualisé à la problématique de chacun de nos clients et c'est surtout adapté aux compétences recherchées. Soft skills, hard skills, puisqu'on parle beaucoup des soft skills. Vos clients, vous êtes en prise directe avec ces clients qui vous disent « j'ai une recherche, je vais avoir besoin d'eux ». C'est quoi ? C'est les soft skills aujourd'hui qui priment ? Alors, en tout cas, c'est notre cœur de métier, effectivement. C'est ça. Oui, parce que si on va chercher des hard skills, donc plutôt des savoirs, de la connaissance, effectivement, le CV fait assez bien l'affaire. Un expert, on le trouve assez bien à la base de son expérience et de son diplôme. Par contre, des soft skills, des gens qui ont des comportements adaptés, qui ont des savoir-faire même adaptés, du savoir-être. Et alors là, c'est beaucoup plus compliqué à lire sur un CV. Et ça, c'est la fabrication à travers des questions. Puisqu'on avait un psychanalyste tout à l'heure, c'est Socrate, la maïentique, c'est à travers une question ouverte, fermée, avec quoi ? C'est un QCM, comment ça marche ? Alors, ce n'est pas seulement un QCM, ça peut être du QCM, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Moi, je suis basique, vous avez vu, je suis très très basique. Vous faites bien, non mais ça peut être du QCM. On a des mises en situation où il y a des QCM, mais il y a aussi des enregistreurs vocaux, de la vidéo, il y a aussi des actions à prioriser, des questions ouvertes, il y a aussi des mails qui arrivent qu'il faut traiter, il y a aussi du timer. Donc c'est des cas pratiques. C'est des cas pratiques. Vous mettez, dans certains tests, on est en situation, on est au bureau. Et là, on doit gérer. On doit gérer. Répondre à mail pour voir s'il y a des fautes d'orthographe, par exemple. Exactement. Ou on doit s'enregistrer pour répondre à un appel vocal. Ça, c'est pour les téléachats, enfin par exemple, les services clients. Oui. D'accord. Mais il y a encore beaucoup de choses qui sont en cours de travail et qui sont imaginables en fonction de la situation. Quand vous dites compétences transférables, parce que c'est aussi un des éléments de People In, c'est quoi les compétences transférables ? Alors, les compétences transférables, c'est des compétences qui ont été acquises dans un métier, dans un secteur, et qu'on peut mobiliser dans d'autres emplois. C'est vraiment, on met dedans
un peu l'opposé des savoirs. Ça peut être des savoir-faire liés au comportement, des savoir-être. Ou un désir aussi, une envie, une appétence. Tout à fait. Alors après, une appétence, généralement, ça ne se matérialise pas sous une forme de compétence, puisqu'on met... Une appétence canalisée, en tout cas, vers un objectif, quoi. Oui, bien sûr, mais en tout cas, la motivation, clairement, elle est induite aussi par ces compétences transférables, puisqu'on sait que les candidats qui ne viennent pas du même secteur et du même métier, mais qui utilisent des compétences pour faire autre chose, ils sont aujourd'hui plus motivés, ils restent plus longtemps en poste. People In, alors on a bien compris le package autour des questionnaires et des outils pratiques là, sur les compétences transférables. Qu'est-ce que vous apportez comme valeur ajoutée là, chez People In? Alors, il y a plusieurs choses, bien sûr. Déjà, c'est de bien définir les compétences à évaluer. Parce qu'aujourd'hui, si on met n'importe quel test pour n'importe quel emploi, c'est pas utile. Il y a plein de types de tests qui existent, qui ont leur utilité. Mais qu'est-ce qu'on cherche à évaluer? Donc, déterminer ce qu'on cherche à évaluer dans le poste. Nous, on ne va pas tout évaluer. On ne fait pas du test de personnalité, ça existe. On vient pas... Souvent critiqué, contesté. En tout cas, c'est pas chez vous, ça? Non, ça vient... C'est en tout cas utile en phase d'entretien pour débriefer. Pourquoi pas? Mais nous, en présélection, on ne le préconise pas, mais ça, voilà, c'est notre choix. Mais... On définit le profil. Et les ensuite, compétences clés. Voilà, et les compétences. Et ensuite, vous dites, avec ça, on peut avoir, sur cette personne en particulier, possibilité de le transférer sur tel secteur, parce qu'on va avoir ces questions de transfert de salariés. Aujourd'hui, les secteurs qui ferment pour les transférer ailleurs. Complètement, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on a 85% des métiers de 2030 qui n'existent pas. Sans compter les secteurs qui sont touchés par le Covid. Exactement. Donc, il est très important de repérer et de parler compétences quand on parle d'emploi. Quelles sont les compétences que vous recherchez? Pour faire votre métier, il faut de l'aisance orale, il faut de la capacité d'écoute, il faut de l'adaptabilité. Allez, vous êtes parfaite. Non. Je peux vous envoyer mon CV si vous voulez. Voilà, non, mais je veux dire, il y a des compétences qu'on peut retrouver ailleurs. Et notamment, on arrive à percevoir ces compétences. Sur ces troncs communs, sur les 3 compétences que vous avez citées pour mon métier, vous allez dire, ce métier n'existera plus et on peut le transférer parce que dans un autre domaine, on a besoin de ces 3 mêmes compétences. Exactement. Donc il faut travailler sur un travail de face à face entre des secteurs. Donc c'est un travail de titan quand même. Alors nous, on ne fait pas ça. Nous, on travaille vraiment sur la définition des compétences et ensuite la pédagogie. La pédagogie du test, qu'est-ce qu'il faut comme exercice pour évaluer quelles compétences? On laisse l'ouverture aux candidats. Ça veut dire que si les candidats se reconnaissent dans les compétences, ils n'ont qu'à passer. C'est à eux. Exactement. D'accord. Donc on se dit, les mêmes biais cognitifs qui existent sur le CV, ces mêmes biais qui nous empêchent de voir, parce que c'est la logique, l'intégralité des compétences d'un candidat, on ne va pas nous-mêmes les retranscrire en choisissant quels sont les secteurs adaptés. C'est à eux de se... juste un dernier mot avant de nous quitter, parce qu'on accueille des jeunes entreprises, People In, dont vous êtes la dirigeante, créée en quelle année? 2017. 2017, 6 salariés? Oui. 6 salariés, c'est ça, je ne me suis pas trompé? Non, c'est ça. Et l'idée, c'est que j'imagine le développement, c'est d'imaginer les métiers de demain et de pouvoir créer une transférabilité dans les meilleures conditions, que les compétences puissent se marier avec les nouveaux métiers, c'est bien cela? Exactement. Merci Élodie Sarfati d'être venue avec cette clarté. J'ai absolument compris la transférabilité des compétences. Merci d'être venue. People In, vous en êtes la fondatrice. C'est la fin de notre émission. Je remercie toute l'équipe évidemment de m'avoir accompagné. Fanny Griesmer évidemment, Lauriane Bouet à la réalisation, Héloïse Merlin au son, Margot à l'accueil invité et Pauline Gratel évidemment que je n'oublie pas. Portez-vous bien, restez fidèles évidemment à tous nos programmes. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Puis vous pouvez aussi écouter en podcast notre émission, je ne le dis pas assez. Et le podcast, c'est agréable, pas besoin de regarder les images, juste à écouter les paroles et les échanges, c'est toujours très utile. Portez-vous bien, bye bye, à très bientôt. À lundi, tiens, oui, on fait une petite pause. À lundi, bye bye.